Je voulais commencer en remerciant publiquement dans cette école, d'une part, Brigitte Champsavoir pour organiser ce cycle de conférences et m'avoir invité à donner cette première conférence du semestre. D'autre part, remercier l'école, l'ENSAG, pour l'aide financière qu'elle a apportée à la réalisation de cet ouvrage dont je vais vous parler ce soir. Et cet ouvrage n'aurait pu être publié sans l'aide apportée par l'ENSAG d'une part et le BRAEP d'autre part, donc Bureau de la recherche architecturale et urbaine du ministère de la Culture et de l'Éducation. C'est le genre d'ouvrage qui est assez compliqué à faire, puisque ce dont on vient de discuter avec Pierre, il faut acheter des droits non seulement pour les images, mais aussi pour les textes, puisque dans cet ouvrage, on a un certain nombre de textes de Frank Lloyd Wright qui n'ont jamais été publiés en anglais ni en français et dont il a fallu acheter les droits. Donc je remercie l'école pour avoir permis de réaliser ce livre. Alors, je vais commencer en faisant référence à une discussion que nous avons eue hier soir en conclusion de notre journée doctorale. Et Éric Monin a évoqué le côté quelque peu passionné, voire compulsif du chercheur. Pour ma part, je parlerai d'une sorte d'obsession. C'est-à-dire que le chercheur peut aussi être obsédé par son objet de recherche, et ce dont nous allons parler ce soir est le résultat finalement d'une très longue obsession qui, j'ai envie de dire probablement d'une bonne vingtaine d'années, puisque ce projet de Broadacre City et dans mes recherches, en fait, dans mes réflexions depuis le tout début, depuis que je travaillais pour ma thèse, notamment sur cette grille qui organise le territoire des États-Unis et le projet donc, de Thomas Jefferson qui a donné lieu à ce premier ouvrage. On retrouve, c'est ce qui fonde toute la réflexion aussi pour le deuxième ouvrage, Usonia, ou le mythe de la vie-nature américaine. Et puis, donc, jusqu'à cet ouvrage paru l'an dernier, qui vient donc clore, si vous voulez, une sorte de trilogie, ce qu'on pourrait considérer comme une sorte de trilogie. Alors clore, je ne sais pas si c'est une conclusion définitive ou pas, l'avenir le dira. Je pense qu'il y a encore beaucoup à dire sur cette époque-là et sur la pensée architecturale de Wright. D'ailleurs, il va y avoir probablement des nouvelles publications et travaux qui vont sortir prochainement, puisqu'on va fêter l'année prochaine le 150e anniversaire de la naissance de Wright, et qu'à cette occasion, il va y avoir des nouvelles expositions, des nouveaux séminaires d'organiser, et aussi l'enjeu, c'est qu'une nouvelle génération d'historiens de l'architecture travaille sur cette œuvre pour la réinterroger à l'aune de nos questionnements du XXIe siècle. Alors ce soir, je vous propose un voyage dans le temps et l'espace qui va nous conduire aux États-Unis durant les années 1930 essentiellement. Alors le plus difficile dans ce voyage, ce n'est pas tant le changement d'espace géographique ou temporel, mais bien de se rendre compte que ce faisant, en fait, nous rentrons dans un univers culturel et notamment une culture de l'habité qui est radicalement différente de la nôtre en Europe, opposée dans les faits à la culture européenne, et qui va donner une culture architecturale et urbaine complètement différente de celle que nous connaissons en Europe et notamment en France. Alors cet exercice de dépaysement est particulièrement difficile, j'en ai pleinement conscience, parce qu'il suppose de faire abstraction finalement de ce qui fonde notre propre culture, et donc de remettre en cause un certain nombre d'évidences, de présupposés, et c'est ce qui est extrêmement difficile à faire dans ce genre d'exercice. Alors pour commencer, je vous propose en fait, alors je suis absolument désolée, mais nous avons des problèmes de projection, ce qui fait que les images sont de très très mauvaise qualité et avec des couleurs en plus un petit peu anormales, on pourrait dire. Bon, là en l'occurrence, on devrait avoir du noir et blanc puisque c'est une photo qui date de 1929. Et donc je vous propose d'atterrir en plein milieu du désert de l'Arizona, du désert Sonoran, et donc en 1929.
En janvier 1929, Wright conçoit et construit en 2 semaines ce campement que vous avez sous les yeux pour héberger sa famille et l'ensemble d'équipes d'architectes qui travaillaient avec lui à cette époque-là. Ils sont dans ce désert sonorant pour concevoir un projet de resort, de résidence hôtelière, un sorte de complexe touristique pour un médecin, le médecin Chandler, qui résidait à Chandler en Arizona. Il avait donné son nom à la ville. En 1929, Wright a 62 ans. Il vient de traverser les années les plus noires de sa vie et en fait, il fait partie de ceux que ce climat sec et chaud du désert, on va dire extrêmement favorable, il a des problèmes pulmonaires. Et donc, plutôt que de subir le rude hiver du Wisconsin, où il résidait et où il avait créé son agence, eh bien, toute l'équipe s'installe dans ce désert de l'Arizona, sur ce site qui va leur permettre en fait, d'avoir une vue directe sur le lieu où le projet de resort avait dû être édifié. Alors, je n'ai pas de photos de Wright de 1929, d'où ces photos qui datent de 1940, et vous voyez qu'il est encore en très grande forme. Alors, le projet de resort ne va jamais voir le jour. Il va être victime de la crise de 29, comme une majorité d'autres projets conçus à la même époque par les architectes. Vous savez qu'on rentre dans une grande période de crise. Alors pourquoi commencer par le désert et ce campement éphémère qui n'a laissé finalement que peu de traces dans l'histoire de l'architecture? Eh bien parce que se joue là, en fait, ce qui a été qualifié par les critiques, par les historiens, de renaissance de Wright. Wright qui s'engage alors dans une nouvelle vie et une nouvelle carrière. Si vous lisez le 3e livre, qu'on pourrait appeler aussi chapitre, mais Wright intitule ça un livre, de son autobiographie dans la version de 1932, vous comprenez combien cette découverte du wilderness, du désert, de la wilderness qui vient de wild, sauvage, et c'est intraduisible, c'est ce qui renvoie à l'idée de désert, donc ce qui n'est pas habité par les hommes, mais aussi à la nature sauvage, la nature originelle, pas encore transformée par l'homme. Et donc, quand on lit ce 3e livre, on comprend combien cette wilderness a radicalement changé, marqué l'homme et l'architecte. La wilderness fait renaître, en fait, et nous explique Wright, la force créatrice de l'artiste qu'est l'architecte Wright. Et cela nous renvoie en partie à la dimension mythique, une dimension mythique, celle du pionnier, on va y revenir, mais aussi à ce qui a fondé la pensée architecturale de Wright depuis le tout début. Alors cette dimension mythique, puisqu'elle est ainsi réactivée avec ce rapport à la wilderness, ce mythe du pionnier, sur lequel les États-Unis se sont construits. L'Américain a ce besoin vital de conserver un contact permanent avec la nature pour se former, pour développer l'ensemble de ses facultés créatrices notamment, pour construire son individualité. Attention, c'est différent d'individualisme, je parlerai beaucoup ce soir d'individualité ou personnalité. Alors Wright, vous allez me dire, donc je vais passer sur cette photo, il vivait déjà, vous allez me dire, en pleine nature, puisqu'il avait déjà construit sa résidence, sa maison et son agence loin de la ville, dans une vallée du Wisconsin, où s'étaient établis ses ancêtres, sa famille. Mais on le voit sur cette photo, nous avons là, en fait, la riche campagne du Wisconsin. Nous avons une campagne cultivée par les hommes, donc un espace, un territoire transformé, domestiqué par les hommes, qui n'a absolument rien à voir avec la wilderness du Grand Ouest, qui, quant à elle, renvoie donc au mystère de la création, de la nature, avec un N majuscule. Alors, la nature ou Dieu, si on est croyant, et Wright est fils de pasteur unitarien, il ne faut pas l'oublier, même si je ne développerai pas ça ce soir. Revenons-en à Okatija. Wright conçoit ce campement éphémère comme un bâtiment manifeste.
Et donc, même si la durée de vie de ce campement, dès le départ, doit être très brève. Et Wright parle de lui en utilisant justement ce terme d'éphémère, en renvoyant au papillon. Il s'agit d'un bâtiment fait de simples planches de bois, de toiles qui sont tendues, de cordes. Pourquoi Wright va diffuser ce bâtiment et pourquoi ce bâtiment est-il un bâtiment manifeste? Ce alors que la modernité architecturale à ce moment-là va valoriser en fait une toute autre architecture. Ce bâtiment est construit en janvier 1929, il va brûler en juin de la même année, des Indiens vont venir y habiter et le campement va brûler. Toutefois, nous dit Wright, ce campement, même une fois détruit, il va demeurer dans les esprits. Et ce, grâce à quoi? Grâce à la machine, justement, la machine photographique et la presse, puisqu'on va avoir des photographies qui vont être prises de ce campement et qui vont être diffusées à plusieurs reprises, à commencer par Wright dans son autobiographie, dans la version de 1932, puisque ce ne sera plus le cas après, on n'a plus d'illustrations dans les deux autres éditions suivantes. Alors, bâtiment manifeste, je vous le disais, alors même que la modernité architecturale, à ce moment-là, est le plus souvent associée en Europe à l'emploi de matériaux nouveaux, le fer, le verre, le béton armé, qui est particulièrement mis à l'honneur en France. On a de nouvelles techniques constructives, de nouvelles techniques de mise en œuvre aussi, qui vont être permises par l'industrie et l'industrialisation et qui sont donc valorisées par l'architecture que l'on va qualifier de moderne. Et donc, avec Ocatilia, Wright, justement, entend s'opposer à la façon dont est définie la modernité durant l'entre-deux-guerres. Et il s'y oppose d'autant plus que cette modernité, rassemblée sous le qualificatif de mouvement moderne par les critiques, alors promue en Europe, est alors promue aux États-Unis par certains confrères et critiques, comme Catherine Bauer, et là vous avez des articles de Henry Russell Hitchcock qui vont paraître en 1928 et qui mettent tout en œuvre pour promouvoir, pour importer cette architecture aux États-Unis. Et donc Wright, en fait, rentre de nouveau en résistance, comme il l'avait fait à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Il a le sentiment de revenir en arrière lorsque l'Europe et l'école des beaux-arts de Paris notamment imposaient leur académisme au reste du monde, les États-Unis y compris. Nombre d'architectes et de critiques américains regardaient en effet à cette époque-là vers l'Europe, donc là durant les années 1920 au sortir de la Première Guerre mondiale, et ceux ont vu d'importer sur le sol des États-Unis des solutions alors expérimentées concernant donc le logement pour les plus démunis, c'est-à-dire le logement dit qualifié à cette époque-là de masse. Catherine Bauer, que je citais tout à l'heure, va par exemple assurer tout particulièrement la promotion de l'architecture de Le Corbusier et de la maison minimum qu'il prenait à cette époque-là. Et vous voyez, je vous projette des articles qui ont été publiés donc, dans ces années 1900, on commence 1927, 28, 29, 30. Wright ne pouvait accepter l'idée de logement de masse, pas plus qu'il ne pouvait accepter l'idée de maison minimale, le terme qu'on a vu tout à l'heure. Les hommes, selon lui, n'accepteraient jamais de vivre dans les mêmes logements, répétés à des centaines, voire milliers d'exemplaires. Les architectes européens négligeaient une dimension essentielle selon lui. Chaque homme et chaque femme est différent et a besoin d'un lieu de vie correspondant à son individualité, terme d'individualité sur lequel, vous voyez, je reviens. Alors, ce n'est évidemment pas un hasard, selon moi, si Wright fait prendre cette photo que vous avez sous les yeux et la publie de sa famille dans la voiture familiale devant l'éphémère Ocatilia au beau milieu des cactus du désert sonoran, ces célèbres cactus. Architecture et automobile sont souvent associés dans les années 1920, vous le savez, notamment dans les photographies qui sont conçues, qui sont prises pour promouvoir la modernité architecturale. Et là où il n'y a
généralement aucun homme ou aucune femme qui viendrait perturber la pureté des formes. Sinon, vous voyez sur ces photos des mannequins de mode qui viennent en rajouter à la perfection de l'ensemble. Eh bien, Wright met au premier plan la famille américaine, la sienne, dans la poussière du désert. Pourquoi ? Quel est donc ce message d'Ocatilla ? J'ai commencé à l'évoquer. Ocatilla, justement, lutte contre l'idée de la boîte de la maison, que l'on va valoriser à ce moment-là. Le campement illustre en effet l'explosion de la boîte de la maison à laquelle Wright avait œuvré depuis la fin du XIXe siècle, avec, si vous vous en souvenez, les maisons qu'on appelle les maisons de la prairie. Depuis la fin du XIXe siècle, il avait lutté contre la boîte de la maison en explosant justement cette boîte, et cette explosion était dangereusement remise en cause par ce discours qui valorisait la boîte du logement minimum, cette véritable boîte qui peut être utilement une maison selon les termes mêmes de Le Corbusier. Donc cette boîte qui peut être utilement une maison est atomisée, on va le voir avec Ocatilla. Ocatilla s'élève également contre l'idée d'une modernité, d'une architecture qui se revendique comme ou se revendiquerait comme internationale, tel que le laissait entendre, par exemple, cet ouvrage de Walter Gropius, Architecture internationale, qu'il publie en 1925. Le campement réaffirmait que la modernité ne pouvait s'extraire du réel ou du rapport à la terre entendue dans sa dimension physique, mais aussi et surtout culturelle, sociale, économique. Et donc, Ocatilla entendait prouver qu'il était possible d'édifier une architecture en accord avec la nature du désert, répondant aux besoins de ses habitants, y compris dans ces conditions de vie extrêmement difficiles, et donc dans des temps on ne peut plus rapides, puisqu'il est édifié, je vous ai dit, en 2 semaines, et pour un coût particulièrement faible, puisque l'objectif était de loger l'ensemble de la communauté pour un montant inférieur à celui d'une location. Les loger, mais pas n'importe comment. L'architecture est conçue pour protéger ses habitants des rayons brûlants du soleil, capter chaque souffle d'air pour ventiler, rafraîchir le jour, mais en même temps pour les prémunir de la fraîcheur nocturne. Ocatilla entendait aussi démontrer qu'il y avait beaucoup à apprendre de la vie dans le désert, de l'étude de sa faune, de sa flore, pour comprendre comment plantes et animaux s'étaient en fait adaptés pour vivre dans des conditions de vie aussi difficiles. Et en cela, l'architecture du campement s'opposait à l'excès d'intellectualisme et de formalisme que Wright dénonçait chez ses confrères européens, qualifiés donc, je le disais tout à l'heure, de modernes. Et à leur quête de pureté formelle, Ocatilla va opposer en fait la notion de processus, de croissance, indissociable de celle de liberté, de flexibilité, idée de croissance qui renvoie à l'inachevé et donc à l'informel. Et on a là tous les principes de l'architecture organique qu'il avait définis au début du XXe siècle. Et donc, également, à leur volonté de ces confrères européens modernes, à leur volonté d'universalité, d'élévation de l'architecture au-delà des contingences du sol, notamment par la force du pilotis, eh bien, Ocatilla répondait par une architecture ancrée dans la terre, là où toute civilisation prend racine et se développe, son habitat avec elle. Alors, Ocatilla réaffirmait que toute architecture se devait d'être pensée en accord avec l'environnement auquel elle appartient, mais ce, de plus, le campement démontrait qu'il avait offert à ses habitants des conditions on ne peut plus saines et dignes, autrement plus dignes que n'importe quel logement minimum ou autre boîte empilée le long des rues sombres et polluées de Manhattan. Là, vous avez une page de l'autobiographie donc, qui met en face à face Ocatilla avec les boîtes empilées à Manhattan. Et pour ce faire, nous explique Wright, finalement, il n'était nul besoin de mobiliser des moyens considérables. Il suffisait de faire appel au bon sens et aux compétences de l'architecte. En ces temps de pénurie et de crise, Wright est ruiné à l'époque,
Le campement avait été construit en fait en exploitant la ressource que représentaient des matériaux usinés courants, des planches de bois, des toiles, et donc peu coûteux, de même que l'autoconstruction. Alors, il ne s'agissait évidemment pas de nier le progrès et les apports de la machine et de la technique moderne, bien au contraire. Et là, vous avez le téléphone au premier plan qui est là pour nous le rappeler. Mais progrès, machine, devaient être utilisés en bon escient, de la même façon que l'autoconstruction ne signifie en aucune façon la disparition de l'architecte. Bien au contraire, Wright insiste sur son rôle fondamental parce qu'il est le garant finalement de la qualité de l'ensemble. Il expliquait à propos de Catilla: légèreté et solidité peuvent désormais être synonymes. Nous n'accordons pas suffisamment d'attention aux bâtiments légers pour qu'ils soient beaux. Nous dépensons trop pour construire des bâtiments qui durent, comme on dit. L'architecture moderne supposait donc selon lui de savoir exploiter le potentiel que représentait la machine, de sorte à réduire au minimum l'utilisation de matériaux et de consommation d'énergie nécessaires à l'édification d'espaces qui, quant à eux, ne devaient pas être minimum ou minimal, mais au contraire maximum. Alors, pourquoi commencer avec Ocatilla? Parce que vous avez là, en fait, dénoncé l'essentiel des principes que nous allons retrouver à Broadacre City. Alors, il n'y a pas un mot de Broadacre City dans l'autobiographie de 1932. Il y est fait référence à Ocatilla, au désert. Il est fait référence à la conférence que Wright a donnée en 1930 à Princeton University, qui était une conférence intitulée The City. L'autobiographie paraît en mars 1932. Donc, en fait, l'ouvrage est écrit en 1931. Un autre ouvrage de Wright paraît en 1932, mais cette fois-ci en septembre, The Disappearing City. Ce deuxième ouvrage est écrit durant l'hiver 1931-1932, au moment justement où Wright met au point ce concept, parce que c'en est un, c'est un concept, ce concept de Broadacre City. Alors, The Disappearing City, en fait, en anglais, il est assez difficile à trouver, surtout en France. Vous avez une traduction qui a été proposée par Claude Massu. Le titre, c'est La ville évanescente. Et cet ouvrage, The Disappearing City, est une critique virulente de la grande ville, de la métropole de New York, qui a construit sa richesse en exploitant, voire en ruinant la campagne, en pillant les ressources naturelles, en réduisant l'homme à l'état d'esclave, et ce, dans le seul objectif, en fait, d'engranger le maximum de bénéfices en un minimum de temps. Cet ouvrage, The Disappearing City, ne compte que 5 illustrations, 5 photographies. Vous en avez 4 d'entre elles à l'écran. Ces photographies nous donnent à voir le véritable cancer qu'est la métropole, qui illustre donc New York. Pourquoi New York? New York s'impose à cette époque-là comme la grande puissance financière à l'échelle des États-Unis et de la planète. Vous allez me dire que ce n'est pas très différent aujourd'hui. New York est la manifestation physique du capitalisme triomphant. Et donc, pour Wright, New York symbolise la trahison des principes démocratiques tels que ceux-ci avaient été énoncés par les pères fondateurs de l'Union des États-Unis. Broadacre City est alors proposé, c'est la première fois, on a des articles auparavant, mais c'est l'ouvrage avec lequel il va exposer pour la première fois les principes de Broadacre City. Et Broadacre City, donc, ce serait la solution pour mettre un terme à la métropole et à son monopole. Broadacre City est symbolisé dans l'ouvrage, est illustré dans l'ouvrage par cette photographie qui donne à voir en fait une campagne véritablement idéalisée. Broadacre City, explique Wright, est un projet de décentralisation. Mais décentralisation ne signifie pas la dispersion. Je ne souhaite disperser aucune ville. La décentralisation n'est pas dispersion, c'est faux, c'est la réintégration. Et c'est ce qu'il ne va cesser de plaider jusqu'à sa disparition.
Et de fait, la décentralisation telle qu'elle est envisagée à cette époque par Wright, mais aussi par un très grand nombre de ce qu'on va appeler les décentralisateurs aux États-Unis, ils sont assez nombreux dans les années 20 et les années 1930, eh bien, ce qu'ils défendent, c'est avant tout un projet politique, économique et social. La pensée décentralisatrice est particulièrement développée à ce moment-là aux États-Unis parce qu'on a une crise, des crises multiples, des crises qui frappent le pays d'une façon assez brutale et qui va remettre en cause un certain nombre de choses, et notamment en fait ces principes démocratiques sur lesquels ce pays s'était construit. La première crise, c'est une crise économique, on le sait tous, qui va conduire au célèbre krach boursier d'octobre 1929, qui a plongé le pays et le monde dans la misère. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'on a également à cette époque-là une très grande crise dans les campagnes, économique dans les campagnes, et ce, dès la sortie de la Première Guerre mondiale. Les États-Unis avaient développé pendant la Première Guerre mondiale l'agriculture intensive pour alimenter l'Europe. Au sortir de la guerre, les agriculteurs américains peuvent produire énormément de céréales, sauf que l'Europe recommence à produire elle aussi. Donc ils ne peuvent plus écouler leurs stocks et les prix chutent. Et du coup, un très grand nombre de petits agriculteurs sont complètement ruinés. Et évidemment, ils viennent grossir le nombre des chômeurs dans les villes et augmente donc la misère dans les villes. Cette crise, cette double crise d'ores et déjà, est, on va dire, à ces deux crises s'ajoute une troisième, et d'autres encore, mais une troisième qui va être extrêmement importante à l'époque, qui est une crise écologique. Du fait notamment de cette, notamment je dis pas seulement, mais de cette agriculture intensive qui va être favorisée par le gouvernement américain dans les grandes plaines et qui va être à l'origine de l'une des plus grandes catastrophes écologiques des États-Unis, ce qu'on appelle le Dust Bowl. Pour comprendre ce désastre, je ne vais absolument pas le développer. Je vous invite à regarder un film qui est en ligne, où là vous avez des captures d'écran de ce film, The Plows That Broke the Plain. Donc la charrue qui a détruit ces plaines, et Wright le considère comme un des meilleurs films à cette époque-là. Donc, crise économique dans les villes, dans les campagnes, crise écologique, crise culturelle, on dirait aujourd'hui crise aussi identitaire. La métropolisation, alors attention, la métropolisation, ce n'est pas l'extension de l'urbanisation sur les territoires, c'est l'expansion de l'influence de la métropole à l'échelle d'un territoire, voire à l'échelle de la planète. Eh bien, cette expansion du pouvoir de la métropole sur des territoires de plus en plus étendus avait pour effet aux États-Unis, mais pas seulement, mais en l'occurrence là, c'est ce qui nous intéresse, de non seulement ruiner les ressources naturelles, les paysages, la campagne, mais aussi d'effacer les cultures et les modes de vie locaux. Et donc on va avoir un très grand nombre d'États du Sud et de l'Ouest qui vont commencer à se mobiliser pour lutter contre, en fait, la colonisation, le côté impérialiste de l'Est, de l'Amérique de l'Est industriel. Amérique de l'Est qui, en fait, entraînait la disparition. Donc, je vous ai dit, la ruine des paysages, des ressources, mais aussi de tous les particularismes locaux, les cultures locales. Alors, on a un très grand nombre d'ouvrages publiés à cette époque, avec toute une réécriture de l'histoire, des ouvrages de géographes. Et c'est à cette époque-là qu'on a le développement aux États-Unis d'un certain nombre d'études anthropologiques, etc. Alors, l'objectif avec Broadacre City, c'est de démontrer qu'il est possible de lutter contre une telle destruction des ressources naturelles, mais aussi contre la destruction de l'homme lui-même, des villes comme des campagnes. Homme qui était désormais traité comme un pion sans valeur, j'employais le terme tout à l'heure d'esclave, et en fait cet homme était la principale victime de ces politiques complètement irresponsables. Et donc pour ce faire, Wright était convaincu, mais il n'était pas tout seul à cette époque, qu'il était indispensable de combattre le système lui-même, c'est-à-dire le système économique, en d'autres termes, le capitalisme.
Capitalisme qui n'avait donc comme objectif que d'engranger, je vous l'ai dit tout à l'heure, le maximum de bénéfices dans les temps le plus court, quitte à ruiner les hommes et leur environnement. Et un tel gaspillage des ressources humaines ressources humaines et naturelles, en fait, était pour Wright la preuve que les États-Unis n'étaient plus, et ce depuis longtemps, la démocratie qui avait été envisagée par les pères fondateurs de l'Union, et notamment par le premier d'entre eux, pour Wright, qui est Thomas Jefferson. Et donc, il était indispensable de rétablir la démocratie sur le sol des États-Unis, ce qui signifiait, entre autres, rétablir l'idée de sens commun, en référence cette fois-ci à un autre Thomas Paine, et son ouvrage Common Sense, qui constitue une autre référence pour Wright, qui a été traduit en français par sens commun. Peut-être qu'aujourd'hui, pour lui donner une notion plus contemporaine, on pourrait le traduire par bien commun, qui est très à la mode aujourd'hui. Et donc, tel est le projet de Broad City, qui va énoncer en fait des principes, un idéal, une vision pour les États-Unis. Et Wright a parfaitement conscience du caractère utopique de son projet, mais élaborer de telles visions constitue, selon lui, la mission essentielle de l'artiste qu'est l'architecte. Alors jusqu'alors, je n'ai fait référence qu'à des textes, je ne vous ai pas montré beaucoup d'images de Broad City, sinon celle d'une campagne complètement idéalisée. Et de fait, jusqu'en 1935, il n'y a absolument aucune représentation de Broad City qui n'est décrite uniquement par les mots. On a des textes, on a des conférences, ce qui peut sembler paradoxal pour un architecte, d'autant plus par un architecte qui est quand même reconnu pour sa production graphique. Les illustrations de ces deux articles, qui sont les deux premiers qui paraissent sur Broad City, ces illustrations ne sont pas de la main de Wright. Elles ont été faites par d'autres personnes. Le seul dessin, le premier dessin que l'on ait, et le seul dessin que l'on ait dans les archives, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres, mais en tout cas, il n'y en a pas d'autres de conservés, et personne n'en a jamais connu d'autres, c'est ce dessin-là, qui est en fait une esquisse, et qui date probablement de 1934. Dans les faits, il faut attendre 1935 pour découvrir une formalisation spatiale des principes énoncés par Broad City avec la célèbre maquette qui va être dévoilée lors de l'exposition sur les arts industriels qui est organisée au Rockefeller Center à New York. Et l'esquisse que nous avons vue avec l'image précédente, c'est en fait une esquisse de cette maquette. Alors, cette exposition, les différentes maquettes, les panneaux que vous avez sous les yeux, elle a été complètement réalisée par les apprentis du Taliesin Fellowship. En 1932, Wright a créé son école d'apprentissage de l'architecture organique, donc qui est appelée le Taliesin Fellowship, qui existe toujours aujourd'hui. Et il s'agissait d'une communauté d'apprentis, d'enseignants, dont Wright bien évidemment, qui partageaient l'ensemble des tâches quotidiennes, comme vous le voyez sur cette image, allant de la culture dans les champs, ils produisaient leurs fruits, leurs légumes, ils faisaient leurs conserves. Et donc aussi la cuisine faisait partie des tâches communes, les travaux de construction, outre bien évidemment l'étude de projet à la table à dessin avec Wright. Et au début des années 1930, Wright, comme tous les architectes, avait aucun projet, aucune commande, et donc il va mobiliser la petite troupe durant l'hiver 1934-1935 à la réalisation des maquettes et des panneaux d'exposition. L'ensemble du dispositif ayant en fait été financé par Tom Mahoney et Edgar Kaufman. Alors Kaufman, généralement, vous le connaissez pour la célèbre Falling Water, la maison sur la cascade, et son fils était un apprenti du Taliesin Fellowship, et il s'avère que Tom Mahoney, comme Edgar Kaufman, partageaient les idées de Wright, et il pensait qu'il était indispensable de les énoncer par d'autres moyens, et les moyens de l'architecte, notamment une maquette, et ils vont donc financer l'exposition pour mieux faire connaître ces idées au grand public. Et dans les faits, l'exposition aura un certain succès. Et la maquette va être construite où ? Eh bien, à Chandler, là où nous étions il y a quelques minutes,
L'ensemble de la communauté, c'est toujours la même chose. Il fait très froid dans le Wisconsin, l'hiver est rigoureux. Donc début janvier, l'ensemble de la communauté migre du Wisconsin au désert de l'Arizona. Et la maquette va être achevée le 1er avril et elle va partir en voiture jusqu'à New York où l'exposition va être inaugurée le 15 avril 1935. Donc il y a eu exactement 80 ans, excusez-moi, l'an dernier. Alors une chose est intéressante à observer sur ces photos. Je vous parle, vous voyez, beaucoup des documents qui sont diffusés, puisque c'est fondamental. Un architecte, il ne laisse pas diffuser n'importe quelle photo de son travail. Donc il faut les lire, ces documents. Et ces photos, elles montrent quoi? Elles montrent une communauté à l'œuvre dans la réalisation de ces différentes maquettes. Ces photographies signifient en fait que Broadacre City est l'œuvre de la communauté entière qui est mobilisée dans l'édification de Broadacre City. Et ça, c'est ce que va nous confirmer en fait l'article de référence qui est publié au moment de l'inauguration de l'exposition, donc en avril 1935. L'article de référence, c'est celui publié dans The Architectural Record, et vous voyez que le titre, c'est Broadacre City, a New Community Plan. Donc, ça renvoie vraiment à cette idée que c'est un projet de l'ensemble de la population qui s'est mobilisée, qui s'est fédérée autour, en l'occurrence, de ce nouveau mode de vie qui est prôné à Broadacre City. Alors, cette maquette, nous dit Wright, elle expose les principes de Broadacre City. Et l'article qui l'accompagne, eh bien, il est là pour nous aider à mieux comprendre ce que dit cette fameuse maquette, ce qui n'est pas si simple. Wright nous prévient à plusieurs reprises, et il ne va cesser d'y revenir jusqu'à la fin, parce que finalement, quand nous regardons une maquette, nous pensons que c'est ce que l'architecte veut construire. Or, il nous dit, cette maquette, ce n'est pas le modèle réduit qui donne à voir ce qui serait construit un jour ou serait à construire dans le futur. En fait, il nous dit qu'il faut savoir lire entre les lignes. Broadacre City énonce des principes, elle illustre donc, il nous dit, des propositions visionnaires allouant à l'architecture en fait une mission fondamentale dans l'édification d'un nouveau monde politique, économique et social, c'est-à-dire démocratique pour Wright. Que nous dit en effet la maquette? Alors, je vous ai dit, Broadacre City, c'est un projet de décentralisation des activités sur le sol dans l'objectif de combattre le monopole de la grande ville, des grands trusts, de la concentration en un seul point et entre les mains de quelques-uns, de tous les pouvoirs, la richesse, l'argent, etc. Et donc, cette maquette, c'est un échantillon d'Usonia. Elle représente 4 sections d'Usonia, 4 sections du territoire américain. Et de ce fait, Wright, en nous disant cela, inscrit en fait sa pensée de l'architecture dans le grand récit de l'histoire des États-Unis, poursuivant ainsi l'idéal démocratique de Thomas Jefferson. Alors, avant d'arriver à Jefferson, je viens d'employer ce terme d'Usonia. Vous allez me dire, c'est quoi Usonia? Alors, c'est tout sauf bleu, Usonia. Usonia, c'est ce terme que Wright commence à utiliser, à employer au tout début des années 1920 pour parler des États-Unis. Usonia, c'est un néologisme qui signifie l'union des États-Unis d'Amérique du Nord. Cette union des États-Unis ayant enfin adopté les principes démocratiques tels que définis, je vous le disais, par les pères fondateurs au tout début. Donc Usonia renvoie à union, mais aussi à utopia. Avec cette question, finalement, cet idéal de la démocratie ne serait-il qu'une utopie? On pourrait aussi l'interpréter comme ça. Alors ça, c'est la question que je pose, évidemment, que Wright ne la pose pas ainsi. Donc, je vous le disais, Broadacre City, c'est une tranche d'Usonia, c'est 4 sections. Donc, on regarde ce qui se passe sur cette portion du territoire. Une section, c'est un carré de 1 mile par 1 mile, donc en gros 1,6 km par 1,6 km.
Et cette référence à la section, en fait, renvoie à cette idée de la grille qui structure l'ensemble du territoire états-unien. Et c'est fondamental, c'est-à-dire que Wright, par là, renvoie justement à la volonté de Thomas Jefferson d'organiser la démocratie sur le sol des États-Unis, cette grille ayant été conçue pour empêcher en fait toute forme de spéculation foncière, de même que toute forme de concentration des hommes, concentration de l'argent, concentration des pouvoirs dans des grandes villes, comme il avait pu l'observer en Europe. Il avait passé 5 ans en Europe et en France. Et donc cette grille qu'on appelle la grille du Land Survey, qui établit le cadastre à l'échelle des États-Unis, avait été imaginée par Jefferson comme le moyen, pensait-il, d'imposer la démocratie sur le territoire des États-Unis, parce qu'elle signifiait que tout Américain avait le droit de posséder sa parcelle de terre, ce qu'on appelle son homestead, à la condition qu'il l'habite et qu'il la cultive, une condition qu'on voit d'usage. Elle était conçue, cette grille, de sorte à éviter la formation de grandes propriétés foncières qui seraient détenues par de riches propriétaires qui feraient ensuite cultiver cette terre par des fermiers, comme c'était le cas à l'époque en Europe. Et donc, cette grille devait favoriser normalement l'implantation de petits agriculteurs, comme il dit, libres et indépendants, qui tiraient bénéfice du travail qu'ils faisaient sur cette terre, et terre sur laquelle donc ils habitaient. Ça construit cela, ce que je ne vais pas développer ce soir, ce n'est pas l'enjeu, mais c'est toute l'idéal de ce qu'on va appeler le middle landscape, ou l'idéal de la pastorale aux États-Unis, un idéal qui va hanter les États-Uniens pendant tout le XIXe siècle et au début encore du XXe. Alors la grille sur cette maquette, que l'on voit sur cette maquette et sur le plan, signifie donc que toute famille vivant à Broad Acre City a droit à sa parcelle de terre, à son homestead, il reprend ce terme, d'une acre minimum. Une acre, ça équivaut à peu près à 4000 m². Donc une famille plus grande pouvait prétendre un plus, de même que certaines fermes, à la condition toutefois qu'ils en fassent un bon usage, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'acheter pour revendre, il s'agissait d'acheter pour habiter, cultiver cette terre et l'entretenir. Alors 4000 m², ça permettait déjà d'avoir un joli jardin potager, un verger, voire quelques animaux. On est plutôt à l'échelle d'une petite ferme. Alors il nous explique qu'on a à peu près 1400 familles qui habitent telle que la maquette est faite en 1935, parce qu'elle ne va cesser d'évoluer jusqu'à la mort de Wright. 1400 familles qui comptent une moyenne de 5 habitants, ce qui est plutôt, à l'époque, en effet, la moyenne. On a des familles qui comptent généralement 3, 4, 5 enfants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, une chose est extrêmement importante. La maquette, explique Wright, donne à voir un long processus et non une fin ou une finalité. C'est-à-dire qu'elle montre cette maquette, quelle pourrait être l'organisation d'une communauté hudsonienne ayant adopté pendant 4 générations, nous dit-il, les principes de Broad Acre City, c'est-à-dire les principes organiques ou démocratiques, selon les termes même de Wright. Alors on va développer tout ça. Mais ce qui est important, c'est que donc, cette maquette correspond à un temps T dans un processus en cours depuis 4 générations, mais qui est bien évidemment un processus qui est amené à se poursuivre dans le temps. Donc cette maquette ne nous montre pas un état final idéal. Non, on fait une photo dans ce long parcours de cette communauté. Et à Broad Acre City, donc ce que nous montre la maquette, c'est que l'homme est redevenu un habitant de la Terre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, right? Ça veut dire qu'il a réappris à vivre en accord avec la nature, avec son environnement. Et là, l'éducation joue un rôle fondamental à Broad Acre City. L'enfant, dès son plus jeune âge, apprend à connaître et à comprendre les lois naturelles, comme Wright l'avait fait dans son enfance, dans la ferme familiale, et tout comme les apprentis du Taliesin Fellowship l'expérimentaient également quotidiennement. Alors bien évidemment, pour tout
ceux qui n'auraient aucun goût pour l'agriculture ou le jardinage, vous voyez, il y a aussi des petits immeubles qui proposaient aux habitants des appartements tout aussi confortables. Et au milieu de cet ensemble, il y a l'élément fondamental de Broadacre City, la petite ferme, dont la production est destinée à la population de Broadacre City. Alors Wright insiste sur une dimension extrêmement importante et qui fait référence à ce que je disais précédemment concernant la question du logement pour les plus démunis. Il explique en effet qu'il est impossible à Broadacre City d'établir une distinction qualitative entre chacun des édifices. Il écrit « Entre beaucoup et peu, entre plus et moins, la qualité est semblable dans tout et pour tout. Il n'y a rien de pauvre ni de mesquin à Broadacre City. » Il n'y a pas de logement pour les plus pauvres à Broadacre City parce que l'idée même de concevoir des logements spécifiquement pour les plus pauvres était antidémocratique selon lui. Alors, il y avait des maisons plus petites que les autres, mais elles n'en étaient pas pour autant d'une qualité moindre. De la même façon, si vous voulez, pour lui, la solution du logement pour le plus pauvre était réglée, puisqu'il n'y avait non plus de pauvres à Broadacre City, puisque si on mettait en place ces principes organico-démocratiques, eh bien, tout le monde vivait finalement confortablement et avait suffisamment pour vivre. Alors ça va constituer une des critiques, pas la seule, mais une des critiques majeures qui va être faite à ce projet, c'est-à-dire le refus de considérer le logement social pour les plus démunis, ce à quoi se mobilisaient en fait l'essentiel des architectes qualifiés comme modernes à l'époque. Alors, concernant cette question de la qualité architecturale, elle est équivalente, je vous le disais, pour tout édifice, pour tout élément d'infrastructure aussi, on le verra tout à l'heure. Et bien évidemment, ce qui va régir, enfin, les principes que l'on va appliquer pour l'édification de cette architecture, ce sont les principes d'architecture organique. Et donc ces principes de l'architecture organique, je les cite pour les rappeler à ceux qui ne les connaîtraient pas, mais le sol lui-même prédétermine toutes les caractéristiques, le climat les modifie, les moyens disponibles les limitent et la fonction les façonne. Et donc, c'est ce qui fait que pour lui, en fait, alors il nous dit comté, où chaque localité développerait en fait naturellement une architecture, une individualité, c'est-à-dire développerait son territoire d'une façon qui lui est propre. Et ce point est essentiel parce qu'en fait, il nous permet de comprendre qu'il est absolument inimaginable de penser comme certains l'ont fait. On a beaucoup de chercheurs qui ont fait des dessins où on reproduisait Broadacre City le long de la Grande Route, mais si on comprend ces principes de l'architecture organique et si on les write, c'est tout à fait impossible, inimaginable, puisque dans les faits, d'une part, cette maquette n'est pas destinée à être produite, et une fois que ces principes de Broadacre City seraient adoptés par un ensemble de personnes, eh bien, il est évident que à ce moment-là, il s'implanterait selon les caractéristiques locales de la topographie, du climat, des activités qu'il pouvait développer, des matériaux à disposition, etc. etc. Ce qui, donc j'insiste sur cette question, ce qui nous ramène à ce point que cette maquette n'est pas un modèle réduit, mais est à lire, énonce des principes. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais il faut insister là-dessus. Et ces principes, j'ai commencé à en dire certains, et justement, c'est ce qui va nous permettre de décoder à la fois la maquette, quand on les comprend, comprendre un peu mieux la maquette et le plan. Cette grille que vous retrouvez sur la maquette et le plan, qui est assez affirmée, bien évidemment, qu'on ne va pas la retrouver si Broadacre City est construite un jour. Je voudrais terminer avec un projet où, vous voyez, on a tout sauf une grille. Par contre, pourquoi est-ce qu'elle est là? C'est parce que, justement, elle signifie que tout habitant a droit à sa parcelle de terre, d'une acre, sur lequel il peut construire sa maison, qu'il peut cultiver à sa guise. Chaque famille peut donc produire ses propres fruits, légumes, œufs, peut-être poules, je n'en sais rien, sur son homestead.
Et ça, donc, à l'image de ce qu'il faisait. Hein, je vous le disais tout à l'heure, le Taliesin Fellowship, qui était également une ferme extrêmement importante, qui va produire l'essentiel de l'alimentation pour l'ensemble de la communauté. Alors, ça ne signifie évidemment pas que tous les habitants de Broadacre City sont des agriculteurs, mais tous ont la possibilité, s'ils le souhaitent, d'avoir leur jardin potager, leur verger, pour manger un objectif sainement des produits frais qu'ils ne vont plus acheter à un prix d'or. On va le voir tout de suite. Alors pourquoi est-ce que ces questions sont particulièrement développées à l'époque? C'est parce que grâce à l'électricité, qui est devenue aisément accessible désormais, accessible pourquoi? Parce que transportable, eh bien l'homme va disposer de plus de temps libre. Et dans ces années-là, c'est une vraie question, la question du temps libre. Qu'est-ce que l'on va en faire? Et donc, puisque la machine effectuerait désormais une partie du travail qui incombait auparavant à l'homme, eh bien l'homme va pouvoir occuper ce temps libre à diverses activités. Le jardinage, mais aussi peut-être construire sa maison, mais aussi des activités créatrices, peindre, sculpture, théâtre, musique, tout ce qu'il voulait. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante aussi pour comprendre ce projet. Alors, je vous le disais, le rôle fondamental des petites fermes, tout est petit, des petites fermes dont le rôle est d'alimenter l'ensemble de la communauté de Broadacre City en produits frais, je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'élément fondamental de cette organisation. Et pourquoi est-ce que je reviens sur cette ferme? C'est parce que ça me permet d'introduire un autre point fondamental d'ordre économique à Broadacre City, qui est que la majorité des biens de consommation, de l'alimentation, est produit localement par des petites fermes, mais aussi des petites usines, des petites entreprises, des ateliers qui sont répartis dans Broadacre City, et l'ensemble est vendu dans les marchés coopératifs locaux, qui sont quotidiennement donc approvisionnés en produits frais par les fermes ou par les habitants qui ont du surplus et qui souhaiteraient le vendre. Alors si on regarde ce plan, vous voyez que tout est small, tout est petit à Broadacre City. Pourquoi est-ce que tout est petit? Eh bien, vous avez un livre dans les années 70, Small is Beautiful, qui reprend un certain nombre de choses qu'on est en train de voir ici. Vous avez des petites écoles, des petites universités, des petites fermes, des petites entreprises, des petites usines. Le tout réparti au milieu des habitations. Eh bien, tout est petit parce que la spéculation n'est plus possible à Broadacre City. Tout est fait pour la contrer et empêcher notamment ce que Wright appelle le middleman, cet intermédiaire qui spécule, qui s'enrichit sur le travail des autres. Alors il nous dit, les modes de distribution sont simples et directs du producteur au consommateur par la route la plus directe. On avait tout à l'heure on n'appelle pas ça les paniers à l'école, mais les petits sachets avec les fruits et légumes qui arrivaient. Ben voilà, en gros, c'est ce qu'il nous dit à ce moment-là. C'est-à-dire que toute l'économie à Broadacre City obéit à cette loi de la route la plus directe entre le producteur et le consommateur. Pour les produits alimentaires, je l'évoquais, mais pas uniquement pour les produits alimentaires. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, ces petites unités de production réparties au milieu des fermes, et des habitations, et vous avez les vergers. Alors en fait, grâce à l'électricité, ces petites unités de production ne sont plus polluantes, ce qui leur permet on les avait éloignées de la ville parce qu'elles polluaient. Grâce à l'électricité, on peut désormais les réintégrer au milieu des résidences. Alors une grande partie de ces unités de production, néanmoins, certaines d'entre elles se situent le long de la route principale pour des raisons pratiques. Cette route est en effet composée de plusieurs voies, dont certaines en contrebas qui sont réservées aux camions qui vont pouvoir livrer ou charger leurs marchandises directement dans les entrepôts en fait, qui sont intégrés à l'infrastructure que constitue la route. Sur les bas-côtés, en fait, on a des systèmes d'entrepôts qui fait qu'on n'a plus les camions qui vont du coup polluer et parcourir les lieux résidentiels, mais vont de la même façon qu'on n'a plus les entrepôts
où on n'a plus ces lieux de stockage qui vont venir s'implanter d'une façon anarchique le long de la route. Ce phénomène étant qualifié à ce moment-là, dans les années 20, il avait été qualifié de road town, hein, la route, tout l'entreposage en fait qui va se faire le long de la route. Cette route, bon, vous avez là des éléments, elle est conçue de sorte à ce qu'on ait aucun croisement qui se fasse à même niveau. On a les voies supérieures centrales qui sont destinées à la circulation à grande vitesse et puis donc qui traversent, et puis les voies latérales qui sont destinées au trafic local, et puis au niveau inférieur vous avez donc les camions, je l'évoquais, et au centre vous avez une ligne de train à grande vitesse, l'équivalent de notre TGV aujourd'hui. Quand il nous donne la vitesse, c'est à peu près ça. Alors, autre point d'importance, tout est dessiné par l'architecte. Non seulement les édifices, je vous le disais tout à l'heure, mais tous les éléments d'infrastructure, de sorte qu'ils soient parfaitement intégrés au paysage. Alors, Wright, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel il revient en permanence dans ses écrits. Architecture et paysage ne font qu'un. Et donc, à Broadacre City, l'homme de l'art qu'est l'architecte, eh bien, il joue un rôle majeur parce que c'est lui qui va en fait veiller à ce que soient protégées, par exemple, des forêts ou des terres agricoles. C'est lui qui va distribuer les parcelles aux habitants. C'est lui qui va être responsable de la qualité architecturale et paysagère de l'ensemble, quel que soit cet élément, aussi mineur puisse-t-il, à tel point que les poteaux électriques, les pylônes, les panneaux publicitaires sont interdits. À Broadacre City, l'ensemble des réseaux étaient enterrés pour éviter toute pollution en fait visuelle. Alors au contraire, vous le voyez sur cette image, on trouve le long des routes des vergers, des vignes et puis des bouquets d'arbres. Alors Wright nous dit on va planter des arbres utiles pour leur bois, pour leurs fruits, pour leurs noix. De la même façon que ces arbres vont bien évidemment aussi préserver l'intimité des habitants. Alors, à Broadacre City, tout habitant a son automobile, de sorte qu'il est libre d'aller là où il le veut dès qu'il le souhaite. Alors très souvent, on a dit Wright, voilà, c'est celui qui veut construire des petites maisons avec l'automobile associée, une automobile par résident de la maison. Alors il faut faire attention parce qu'à cette époque-là, l'automobile symbolisait la liberté notamment par rapport aux lignes de chemin de fer qui avaient jusqu'alors organisé l'urbanisation sur le territoire aux États-Unis, et lignes de chemin de fer qui avaient notamment favorisé la spéculation foncière. Donc l'idée, quand je vous dis automobile, liberté, c'est évidemment que chacun désormais peut se mouvoir comme il le souhaite, mais ça veut dire aussi que du coup, la valeur du sol potentiellement est identique partout. On n'a plus besoin d'être à proximité de la ligne de chemin de fer. Alors, toutefois, ça ne signifiait pas que les États-Uniens ou les Usoniens passaient leur temps toute la journée dans leur automobile, comme cela va être le cas dans la deuxième moitié du XXe siècle aux États-Unis. Tout simplement parce que, si je reviens à cette question de la décentralisation organisée, eh bien, cette décentralisation avait pour effet que tout était disponible à portée de pas. L'enfant, vous le voyez, ce qui constitue le cœur de la communauté, alors ça, c'est des principes sur lesquels on travaille beaucoup aux États-Unis à ce moment-là, c'est pas propre à Wright non plus. Le cœur de la communauté, c'est l'école. C'est l'école où les enfants vont. Donc vous avez au centre, voilà, les écoles, c'est-à-dire que ça rassemble aussi les terrains de jeu, des kiosques à musique, des galeries d'exposition, j'entends, la piscine, etc. L'enfant peut aller en chacun de ces lieux à pied sur des parcours qui sont protégés, il ne rencontre pas de voiture. Il peut aussi aller au musée, aux zoos, vous voyez, les aquariums, les zoos, qui sont distribués en fait équitablement à Broadacre City. Toutes ces institutions, nous dit Wright, sont donc éducatives et culturelles, sont publiques, de la même façon que les services. Ils sont gérés par l'État ou par le comté, ils étaient donc équitablement, régulièrement répartis sur le territoire, de sorte à être accessibles par l'ensemble de la population, et non plus
par quelques-uns, quelques privilégiés qui avaient la chance de vivre dans la grande ville où se trouvaient à l'époque, ce n'est pas si différent que ça aujourd'hui, toutes les grandes institutions culturelles. Donc ça, c'est une question qui est importante pour Wright, cette idée que la culture, l'éducation soit accessible à l'ensemble de la population. Et il imaginait même des musées itinérants, en plus des petits musées locaux, etc. Et donc c'est la raison pour laquelle vous avez sur ce plan des petites écoles, des petits collèges, des petites universités, plus proches de la population, plus proches aussi du sol, c'est-à-dire du monde réel. Alors Broadacre City, nous disait Wright, ne faisait finalement que mettre à profit les 3 inventions majeures dont l'homme disposait à cette époque-là. J'en ai déjà cité une, l'automobile, c'est-à-dire la mobilité généralisée qui symbolisait la liberté. La deuxième, c'est tout ce qui est communication, la radio, le téléphone. Les télégraphes, ça existait depuis un moment, mais la radio et le téléphone, on l'a vu tout à l'heure au premier plan de la photo, qui augmentait d'autant les possibilités de communication entre les hommes. Et cette question de la radio et de la télévision, elle est fondamentale pour Wright, puisque pour lui, ça constituait des outils un peu plus efficients de diffusion de la culture et du savoir, c'est-à-dire que la musique, on pouvait avoir des émissions éducatives, des conférences qui pouvaient désormais être transmises par le biais de la radio et de la télévision. Wright imaginait également que grâce à la radio, à ces médias, les habitants de Broadacre City pouvaient se former au jardinage, à la construction, comment entretenir leur maison, etc. La troisième invention, c'est bien évidemment lié à la production industrielle et à la standardisation et aux découvertes scientifiques. Alors là, attention, pour Wright, ça ne signifiait pas que la maison sortait de l'usine en des centaines d'exemplaires, voire milliers. Au contraire, le bon usage de la standardisation, c'était de produire des éléments. Ces éléments étaient fabriqués par la machine pour ensuite être assemblés de sorte à édifier à chaque fois des maisons différentes. Et si vous m'accordez quelques minutes, je vois qu'il est déjà très tard, j'aimerais terminer sur cette question de la maison hussonienne. Alors c'est en cela que le rôle de l'architecte était essentiel selon lui. L'architecte est avant tout un créateur et c'est cette capacité de création qui lui permet de concevoir des maisons toutes différentes les unes des autres, bien qu'utilisant des éléments standardisés. Alors pour lui, le bénéfice de ces 3 inventions était dilapidé à l'époque à laquelle il vivait. Elle n'avait servi jusqu'alors qu'à engendrer plus de gaspillage, à ruiner les ressources naturelles, les paysages et les hommes, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle il était indispensable, selon lui, que l'homme se voie enfin accorder les 3 droits qui lui étaient inhérents. Je vais passer très rapidement là-dessus pour arriver sur, si vous m'accordez quelques minutes, sur la maison hussonienne. Ces 3 droits, très très rapidement, et vous avez là les références dont il se sert. C'est le droit social, il nous dit, un moyen d'échange direct. En gros, il va à Broadacre City, on n'est plus sur le dollar, il reprend l'idée de ce qu'on va appeler le free money, ou ça a été traduit par monnaie franche. La monnaie franche, c'est quoi? C'est une monnaie qui perd de sa valeur avec le temps. Elle rouille, selon ce que nous dit Silvio Gesell, qui met en principe ça. Et donc, vous ne pouvez plus spéculer sur l'argent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et donc là, il fait référence non plus à Gesell, même si Gesell en parle, c'est Henry George, la question du sol. Et donc, pour lui, tout homme a droit à sa place sur le sol. Il nous dit, comme il l'a de l'air et du soleil. Avec cette particularité, je l'ai dit tout à l'heure, mais je réinsiste, que cette possession de la terre, cette question de la propriété, est liée à son bon usage et entretien. Donc là, ça renvoie en fait à la culture anglo-saxonne, mais je ne vais pas développer, je n'ai pas le temps. Et Henry George, il me semble, vous pouvez trouver une vieille traduction française, Henry George, dans mon souvenir aussi, il me semble. Pour ceux que ça intéresse, ces questions du sol. C'est extrêmement intéressant de le lire aujourd'hui. Le troisième droit est celui relatif en fait à la propriété publique de toutes les inventions et les découvertes scientifiques qui concernent la vie des personnes, la vie humaine.
Et donc, il nous dit que l'idéal sur lequel Broad Equity est fondé, eh bien, c'est que ces 3 droits étaient enfin ceux de tout citoyen, comme ça devrait être le cas dans toute démocratie. Alors, je vais juste revenir sur une chose pour ne pas qu'il y ait d'incompréhension. Wright se défend d'être communiste. Il n'est absolument pas communiste. Et ça pour cette raison simple que les communistes, selon lui, pensaient en termes de masse, la masse ouvrière qui s'oppose aux riches capitalistes bedonnants, si vous faites référence à toutes les caricatures de l'époque. Et donc il reproche aux communistes de défendre les intérêts d'une masse indifférenciée sans aucune considération en fait, pour l'individualité qui caractérise chacun de ces hommes qui composent cette masse. Et cela, ça a pour conséquence que ces potentiels que chaque individu porte en lui et qu'il peut développer si tant est qu'on lui en offre la possibilité, eh bien ces potentiels sont gâchés. Or, toute société équilibrée s'enrichit de ces potentiels individuels selon Wright. Et alors, il se défend d'être communiste, de la même façon, il se défend d'être capitaliste tel que le capitalisme est à ce moment-là. En fait, donc Wright, sa volonté, c'était le sens de cette image-là, il nous dit, c'est d'essayer de trouver la voie vers un capitalisme organique, c'est-à-dire un capitalisme respectueux des hommes, de la terre qu'ils habitent, un capitalisme démocratique. Alors ça renvoie à un certain nombre, je vais passer sur un certain nombre de choses, ça renvoie beaucoup à un nombre d'auteurs, de penseurs qui nourrissent véritablement la pensée architecturale de Wright, c'est-à-dire que pour comprendre ce lien à la nature, pour comprendre cette question d'individualité, il faut lire ces personnages que vous savez sous les yeux, donc Emerson, Thoreau, Whitman, et là je vais rajouter les 2 portraits de Thomas Jefferson et Thomas Paine que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est extrêmement important pour comprendre cette pensée-là, en fait, de comprendre ce que nous disent ces grands penseurs américains du 19e siècle. Wright avait été formé, c'est vraiment quelqu'un qui appartient à cette culture-là, cette culture américaine, et ce d'autant plus qu'il est né dans le Wisconsin. C'était un État progressiste à ce moment-là, c'était un État qui avait mis en place une politique expérimentale qui va servir de référence, et qui va servir de référence notamment quand Roosevelt va être élu et va mettre en place le New Deal. D'autres références de Wright, c'est-à-dire quand il était à Chicago au début du XXe siècle, il faisait partie de ce cercle des réformateurs sociaux de Chicago, et donc il avait côtoyé les économistes comme Veblen, qui est très peu connu, mais qui revient aujourd'hui. Tout cela ressort aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant, comme Dewey, qui était un de ses amis, ou Jane Addams. Les grandes conférences de Wright, qui sont extrêmement connues, elles ont été faites à la Hull House de Jane Addams. Et tous portaient un regard extrêmement critique sur l'évolution de la société américaine, la consommation de masse que va analyser Veblen, l'éducation qui réduisait à néant toute possibilité de développement justement de ces facultés propres à chacun des individus dont je parlais tout à l'heure. Tous étaient en quête en fait de ce qu'ils appelaient, enfin ce qui va être appelé cette troisième voie intermédiaire entre le communisme et le capitalisme tel qu'il s'était développé. Et c'est ce que tente de faire Broad Equity. C'est ce que tente de faire Broad Equity, de proposer Broad Equity, avec bien évidemment une proposition architecturale derrière. Et tout cela est nourri, si vous lisez Wright, vous voyez que c'est nourri par un certain nombre, toute la réflexion. C'est ce qui a été assez compliqué à comprendre, une réflexion qui est conduite par ses amis qui sont des professeurs à l'université de Wisconsin. Donc ça peut paraître un peu, idéal. J'employais le terme d'utopique tout à l'heure, mais dans les faits, toute cette pensée se nourrit par des travaux de ses amis du Middle West à ce moment-là. Alors,
Si on revient au titre de la conférence, qui est le titre de cette petite publication qui est parue, petite publication en un nombre très limité, c'est une publication du Taliesin Fellowship en 1940 et qui rassemble l'ensemble des textes sur Broadacre City qui sont traduits dans cet ouvrage. Pas tous, d'autres sont dans d'autres petites publications, mais dont je ne parlerai pas ce soir. Quelle est donc cette nouvelle frontière à laquelle Wright fait référence lorsqu'il intitule donc, cette publication Broadacre City, la nouvelle frontière? Cette nouvelle frontière, bien évidemment, elle n'est pas physique ou géographique. Vous l'aurez sans doute compris. Elle est économique et politique. Il écrit en effet, je le cite, « Il fut un temps où la conquête du domaine physique ou territorial était la nouvelle frontière. Mais vaincre le mercantilisme sordide et lamentable de cette ère de la machine, cette fibre osseuse de l'arbre sec, cette conquête est maintenant la nouvelle frontière. » Cette nouvelle frontière était donc d'autant plus importante à ses yeux qu'il s'agissait de défendre, il nous dit, la foi en la démocratie, c'est-à-dire la foi en l'homme, sa foi en lui-même en tant que lui-même. J'arrête là la citation. Alors, Broadacre City n'a évidemment jamais vu le jour, sans quoi nous connaîtrions probablement un monde différent aujourd'hui, mais ça ne signifie pas que les idées de Wright ne rencontreront pas d'adeptes, au contraire. Toutefois, la tâche va être particulièrement ardue pour certains de ces Hussoniens qui vont aspirer à un autre mode de vie, qui vont essayer donc de matérialiser Broadacre City sur le sol. Et pour eux, il va concevoir la maison hussonienne. Alors maintenant, ma question, c'est est-ce que vous m'accordez encore quelques minutes pour qu'on termine sur cette maison hussonienne ou bien est-ce que vous en avez assez et nous arrêtons là? Alors comme je ne vous vois pas, répondez. Est-ce que on continue? Vous avez encore 10 minutes à m'accorder? Bien, alors on va continuer avec cette maison hussonienne qui participe de la même pensée, c'est-à-dire elle est conçue par Wright contemporainement à ce projet. Alors Wright, dans toujours cette petite publication qui est une vraie beauté, là je suis navrée parce que c'est vraiment très mauvais comme projection, mais cette publication qui paraît en 1934, Wright nous dit qu'il commence à travailler sur un nouveau cycle typologique en fait, du fait d'une lettre que lui envoie une mère de famille, Madame Dorothy Johnson Field. Personne ne sait qui est cette dame. On ne sait même pas si la lettre existait un jour. Toujours est-il que c'est cette dame, cette mère de famille, qui sera à l'origine de ce nouveau cycle typologique. Cette mère de famille explique en fait à Wright, elle lui décrit le plan idéal de la maison dans laquelle elle aimerait vivre pour perdre moins de temps au ménage, gagner de l'espace et donc enlever tous les espaces inutiles de la maison. Et c'est ce qui va conduire, ce que vous avez là, c'est le premier projet, la première formulation. Alors vous avez la maison à une zone et la maison à deux zones. La maison à deux zones est celle qui est décrite par cette mère de famille. Et la première expérimentation qui est faite, c'est cette maison pour la famille Willey. Alors attention, on n'est pas dans des maisons luxueuses. On est vraiment là en l'occurrence, c'est un jeune journaliste qui a une femme, mais à l'époque deux filles. Si mes souvenirs sont bons, ils attendent la deuxième, je ne me souviens plus. On est plutôt dans des intellectuels qui ont envie de vivre différemment. Et donc cette maison là est construite, vous voyez, au début des années 30, et on a d'ores et déjà un certain nombre, alors vous voyez très mal, je m'en excuse, on a d'ores et déjà, en plus on m'a pas mis le pointeur, donc voilà, là ce que vous avez c'est la cuisine, vous voyez très mal. C'est cet espace que vous voyez ici. Et pourquoi est-ce que je vous parle de la cuisine? Parce que ça va être... Vous vous souvenez que dans les fameuses maisons de la prairie, le cœur de la maison, c'est le foyer, c'est la cheminée. La cheminée qui va servir en fait à articuler tout le plan de la maison. Alors selon certains, en éventail,
en moulin à vent ou autre. Là, le cœur de la maison hussonienne, c'est la cuisine. Une cuisine qui est ouverte, en fait, sur l'espace qu'on dirait aujourd'hui, on appellerait ça l'espace de vie. Et notamment, on n'a plus de salle à manger ou de salle. On a ici, ce que vous avez ici, c'est le coin repas. Hein, et donc là, on a le grand espace de vie, ce que Madame, notre mère de famille, expliquait que c'était très bien d'avoir un grand espace. Comme ça, elle peut surveiller les enfants qui jouent, qui vont, qui viennent, depuis sa cuisine. Et puis là, on a plutôt l'espace qu'on qualifierait aujourd'hui de nuit, les chambres à coucher. Donc l'idée de la maison hussonienne, c'est vraiment de réduire au maximum les coûts. Donc il va travailler à tous les niveaux du projet, toutes les échelles du projet. Et en même temps, ça suppose un mode de vie complètement différent à l'époque. Hein. Donc les familles qui vont adhérer qui vont vouloir une maison hussonienne, c'est des personnes qui voulaient vivre différemment. À partir du moment où vous n'avez plus qu'un petit coin repas avec, vous le voyez là, la petite table pour la famille, ça veut dire que vous n'organisez plus de grands dîners officiels, etc. Mais donc les familles hussoniennes décrivent comment, alors aujourd'hui c'est très à la mode, hein, mais ils font plutôt des buffets, ils font plutôt des barbecues, ils font plutôt, voilà, il y a un autre mode de vie. Alors aujourd'hui qui n'a rien d'exceptionnel, parce qu'aujourd'hui ce qui s'est passé, c'est que nombre des constructeurs de maisons individuelles ont repris après la Seconde Guerre mondiale ces principes-là. Mais à l'époque, c'était bien évidemment quelque chose à laquelle on n'avait pas, qui était beaucoup moins courant. Et puis cette idée, donc, aussi, je vais le développer avec l'autre maison, cette idée d'une maison, vous le voyez, qui est complètement fermée, en l'occurrence de ce côté-là. Pourquoi ? Parce qu'on a la rue de ce côté-là, et qui s'ouvre, au contraire, complètement sur le jardin. Donc on a des maisons qui sont généralement inscrites en limite de parcelles, on a des petites parcelles, ces personnes ne sont pas très riches, elles n'ont pas beaucoup de moyens, donc elles ont pu acheter un petit terrain, et on est en limite de parcelles, et l'ensemble de la maison s'ouvre sur le jardin, et on va le voir aussi là maintenant avec une autre maison. Alors je vais passer un tout petit peu plus de temps sur cette maison, parce que c'est celle avec laquelle, en fait, Wright va définir les principes de la maison hussonienne. Et on a un article qui est une sorte, là encore, de manifeste, qui est un article qui est publié en 1938 dans The Architectural Forum, et où il nous décrit, en fait, la maison, il nous détaille la maison hussonienne, là, comment il a fait pour réduire les coûts, ce qu'il a mis en œuvre, comment se passe le chantier, etc. C'est un article qui est extrêmement intéressant. Alors, il nous dit que cette maison, elle a été construite pour 5 500 $, ce qui n'est pas beaucoup à l'époque. C'est une maison qui fait un petit peu plus de 124 mètres carrés, 550 $ honoraires de l'architecte compris. Je vous le précise, parce qu'il le précise. Et donc ces maisons hussoniennes, pour nombre d'entre elles, pour rentrer dans les coûts, elles vont être supervisées par les membres du Taliesin Fellowship quand ils ne vont pas mettre la main à la pâte, en fait, pour les construire, de la même façon que les habitants pourront également participer à la construction de leur maison pour réduire les coûts. Alors, on revient sur ce que... Donc, il va faire appel pour réduire les coûts à la préfabrication, c'est-à-dire qu'on a des éléments préfabriqués, les menuiseries, les portes, les planches de bois, hein, ça correspond à des modules courants, les lattes de bois aussi. Et là, on retrouve sur cette photo ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on a... là, c'est la partie qui donne sur la rue, donc on a quelque chose de très fermé, et au contraire, ce que l'on retrouve sur cette vue perspective qui est dans cette revue, et au contraire, l'ensemble de la maison qui s'ouvre sur le jardin, un jardin qui n'est pas de la pelouse. Hein, Wright honnie la pelouse. Si les gens, c'est un jardin potager, vous le voyez sur cette image, si les gens n'ont pas envie d'avoir leurs tomates ou leur... eh bien dans ce cas-là, il y a un dessin où il écrit, il laisse pousser des graminées, il laisse pousser ce qui pousse, mais évidemment, il n'y a pas de pelouse. Alors, sur ce plan, on voit très mal, vous voyez très mal, quelque chose qui va devenir, donc ce plan en L, il va devenir assez fréquent, si tant est que la parcelle le permette. Et donc, on a un cœur ici qui est donc la cuisine, la salle de bain qui va être très souvent associée, ça va être le noyau dur en briques de la maison.
Pourquoi ? Pour des questions, là encore, réduire les coûts. Toutes les arrivées d'eau sont au même endroit. Et donc, on a ce noyau dur. J'ai perdu ma flèche. Et puis vous avez donc... je ne sais pas où elle est. Et vous avez donc vers le haut les chambres, les différentes chambres. Alors là, s'il y avait plus de moyens, on rajoutait des salles de bain. Et sinon, on a donc le living room, ça vous arrivez un petit peu à lire. Et l'ensemble donc s'ouvre sur le jardin. Et vous avez la cheminée qui fait partie du chœur en dur. Donc en fait, on a des matériaux extrêmement peu coûteux, la brique, le bois, qui sont produits industriellement grâce à la préfabrication. On exploite au maximum le potentiel de la parcelle. On va bien évidemment orienter la maison aussi de sorte à bénéficier au maximum de l'ensoleillement, surtout l'hiver, pas l'été. Mais l'hiver, ces maisons sont très souvent construites dans des régions des États-Unis, des États des États-Unis, où on a des froids terribles l'hiver, très très rudes, et des chaleurs humides l'été. Donc il faut à la fois ouvrir les maisons au soleil l'hiver pour se chauffer, mais sans protéger l'été. Et en termes de chauffage, on a un chauffage par le sol, des tuyaux, ce qu'on connaît très bien aujourd'hui, qui font circuler de l'eau chaude et qui vont chauffer la dalle. Pour réduire les coûts, on n'a plus de sous-sol, donc on n'a plus de fondation. La maison est posée sur le sol, vous le voyez sur cette diapositive-là. On a juste une couche de gravier pour éviter que l'eau stagne et gèle, et on a le système de chauffage, la dalle, et puis ensuite on a un système de construction du chantier qui peut être géré assez facilement, et on a sur excusez-moi, je vais revenir sur cette image-là. Ce que vous voyez très mal au sol, c'est cette grille. On retrouve le principe de la grille, sauf que là, ce n'est pas la même. C'est une grille qui fait 2 pieds par 4. Donc à peu près 61 cm par 1,21 m. Et cette grille, c'est ce qui va servir à organiser le plan de la maison, mais aussi son élévation. Cette grille, elle marche dans les 2 dimensions, horizontale et verticale, et elle va correspondre justement à des multiples de ces éléments préfabriqués qui vont venir finalement se caser dans la grille. Cette grille, elle va servir pour concevoir la maison, mais aussi pour la construire, c'est-à-dire qu'elle était dessinée sur la dalle de sorte à ce que chacun des éléments puisse être positionné extrêmement facilement, y compris par quelqu'un qui n'a pas des compétences extraordinaires. Et on a donc des briques, je vous le disais tout à l'heure, et puis ce que vous voyez à l'intérieur, donc c'est des panneaux sandwich faits en contreplaqué. On a un isolant, et puis on a, pour rigidifier le tout, donc des planches et des lattes de bois qui viennent rigidifier le tout, et c'est la même chose à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça fait partie de l'architecture organique, ces matériaux ne sont pas peints, ils sont laissés naturels, on a juste les briques qui sont cirées à l'intérieur. Et on n'a donc pas de travail de plâtrier, on réduit les coûts. Il nous explique aussi au niveau de l'électricité, vous voyez, on utilise en fait des dispositifs qui existent, on n'a plus des luminaires ou des choses extrêmement dispendieuses. Alors, pour vous montrer continue cette idée qu'il y a autant de maisons qu'il y a de familles, voire parfois une famille peut se faire de construire 2 maisons. On a donc 2 maisons complètement différentes. Là, c'est toujours la même famille qui, quelques années après, avait un nombre d'enfants plus important et donc avait demandé à Wright de construire cette 2e maison qui est beaucoup étudiée aujourd'hui. Elle est dans tous les ouvrages concernant l'architecture soutenable, durable, etc. Puisque donc ces maisons, elles sont vraiment étudiées pour capter la chaleur du soleil l'hiver, je vous le disais. Et là, en l'occurrence, vous voyez, elle tourne le dos, elle fait le dos rond. On a cette colline artificielle qui vient la protéger des vents froids. On va retrouver ça à plusieurs reprises. Alors, ces maisons, il y en a un certain nombre, pas tant que ça. Il a fait énormément de projets qui n'ont pas abouti. Et notamment, là, vous avez un projet d'une communauté, Usonia One. Donc là, c'est des professeurs
Michigan State University, 7 familles qui s'étaient associées, qui avaient mis ensemble leur argent pour acheter un terrain, qui avaient demandé à Wright de faire le projet. Donc vous avez les 7 maisons et au centre, vous avez la ferme commune. Alors la difficulté qu'ils vont avoir, et ça va être le cas pour nombre de ces familles qui vont vouloir construire une maison hussonienne, c'est qu'ils ne vont jamais avoir les prêts des banques. À ce moment-là, l'administration de Roosevelt avait mis en place une administration, la Federal Housing Administration, et pour avoir un prêt bancaire, il fallait avoir l'aval, un prêt bancaire à un taux, on va dire, voilà, qui vous permettait d'investir, il fallait avoir l'aval de cette administration. Et cette administration, si elle donnait son aval, elle voulait bien évidemment que la maison qui serait construite grâce à ces financements soit de bonne qualité. Alors ça partait d'une bonne intention, ils vont mettre en place des manuels que vous avez, voilà, je vous montre. Mais alors vous voyez bien que la maison qui est montrée dans ce manuel, ça n'a rien à voir avec la maison de Wright, la maison hussonienne. Donc ces manuels décrivaient, voilà, on devait avoir la surface minimum pour une pièce, ça devait être celle-ci, la maison devait être construite avec des matériaux de bonne qualité, etc. Donc je vous dis, l'intention était bonne, mais dans les faits, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que quand nos hussoniens vont arriver pour demander un prêt, on va leur dire, votre maison, elle ne correspond pas aux standards, aux critères qui sont définis dans ces manuels. Il n'y a pas le bon nom. Vous n'avez plus de salle à manger, il y a un toit plat, ça va fuir tout le temps, le chauffage au sol, ça ne va jamais marcher, et puis on va leur dire, votre maison, elle est trop moderne. Donc, si elle est trop moderne, ça veut dire qu'elle va perdre de sa valeur assez rapidement parce que le moderne se démode. Alors qu'une maison traditionnelle, entre guillemets, c'était quand même les réponses qu'on leur faisait, eh bien, elle va prendre la valeur avec le temps. Donc, en fait, ils ne vont jamais obtenir, pour un très grand nombre d'entre eux, ils ne vont jamais obtenir leur prêt. Je voudrais terminer avec un projet qui a eu, on va dire, une issue plus heureuse, qui est un projet qui est Usonia 2. Usonia 2, en fait, il va être mené par un jeune couple de New-Yorkais. Elle était enseignante, lui était ingénieur, ils rêvaient d'avoir leur maison. Ils vont visiter une exposition sur Wright en 1940 au MoMA et ils vont voir ce projet-là. Et du coup, pour eux, ça va être vraiment le coup de foudre. Ils vont lire tout ce qu'ils vont trouver sur Broadacre City. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, lui, il va arrêter de travailler, elle, je ne me souviens plus. Et en tout cas, tous les deux, lui, il va passer 2 ans au Taliesin Fellowship pour se former à l'architecture organique. Elle va passer un petit moment, mais je ne me souviens plus exactement le nombre de mois. Et ils vont passer à se former donc à l'architecture organique. Et puis, ils vont former une coopérative avec 13 autres familles. Ça va leur prendre du temps. Ils vont pas trouver un terrain à acheter, qu'ils vont acheter en 1947 à 50 km de New York, dans les bois. Et à partir de ce moment-là, ils vont se mobiliser parce qu'évidemment, eux non plus n'avaient pas le droit des prêts des banques. Et donc, pour surmonter la difficulté, donc Wright va faire le plan du Sonia 2 que vous voyez ici. Donc, vous voyez qu'on ne retrouve absolument pas la brique. Alors, vous allez me dire pourquoi le cercle? Eh bien, le cercle nous explique Wright. Vous avez une acre de sol cédé pour une acre de sol qui appartient à la communauté. Et le cercle nous dit Wright, en fait, vous avez toujours des espaces entre les cercles. Et donc, ces espaces sont des espaces communs. C'est des espaces qui vont être, du coup, gérés par la communauté, entretenus par la communauté. Donc, il pense, son idéal, c'était que ce cercle favorisait l'esprit de communauté, puisqu'il y avait donc ces espaces entre les cercles qui restaient communs. Et de fait, en fait, avec le cercle, les familles ne vont plus marquer les limites de propriété. Donc vous êtes aujourd'hui dans cet espace-là, vous ne savez pas ou quand vous êtes dans une propriété privée ou si vous êtes sur la partie commune. Alors pour s'en sortir, ils vont mettre tout leur argent en commun et puis ils vont tous les week-ends travailler à l'édification des premières maisons. Les premières maisons vont sortir de terre comme ça. Ils vont attirer, du coup, je vous ai montré des articles de journaux, ils vont attirer plus de familles qui vont arriver avec leurs propres dollars en poche.
et qui partageaient ce même idéal. Et en 1950, on a une quinzaine de maisons qui sont soit construites, soit en cours de construction, ce qui va démontrer aux banques que la coopérative était fiable. Et donc à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir emprunter de l'argent et continuer à édifier leur communauté. Et Wright va rester leur consultant, donc il va venir régulièrement jusqu'en 1956. À partir de 1956, c'est un membre du Taliesin Fellowship qui va prendre la relève, mais il vient 2 à 3 fois par an pour donner ses conseils, voir comment ça va se passer. Son interlocuteur privilégié, bien évidemment, c'était David Henken, celui qui était allé se former au Taliesin Fellowship et qui va d'ailleurs mettre en place pour que ces maisons puissent être construites, parce que le vrai problème, ça va être un problème aussi de savoir-faire. Avec l'industrialisation de la construction de maisons, petit à petit, on va avoir un nombre d'artisans, les artisans vont disparaître, donc un nombre de savoir-faire qui vont disparaître. Et donc la difficulté, ça va être bien évidemment d'avoir le prêt bancaire, mais après de trouver quelqu'un qui va accepter de construire ces maisons, qui va savoir le faire. Et donc David Henken va en fait mettre en place une entreprise qui va construire ces maisons. Alors pour vous donner une idée, en 1976, 50 maisons étaient construites. En gros, il ne reste plus qu'une parcelle à attribuer. Et juste, ils ne sont pas propriétaires du terrain. En fait, c'est une sorte de bail emphytéotique pour 99 ans. Et donc ça continue toujours. Je vais conclure sur pourquoi cette question de la maison hussonienne elle est importante. Vous voyez, donc on est là, vous voyez extrêmement rapidement, on est dans un autre mode de vie, on est dans un autre mode de production aussi de la maison, et j'insiste, et c'est notamment ce que Wright va promouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Là, vous voyez, on est dans les articles 58-59, alors Wright meurt en 59. House and Home. Alors c'est paradoxal. En France, est-ce qu'on a des architectes, d'abord, je ne sais pas si on a ce genre de revue, mais qui ont publié dans House and Home, c'est la revue des constructeurs de maisons. Pourquoi est-ce que Wright va publier? Il a 7 ou 8 articles dans cette revue. Et il va justement publier pour valoriser la maison hussonienne. Et là, on a un article, What We Learn from Frank Lloyd Wright, c'est en fait les artisans qui ont, dans un état perdu dans les grandes plaines, qui finalement on explique comment ces maisons leur permettent de faire perdurer leur savoir-faire en tant qu'artisan. Et donc pour Wright, chaque maison hussonienne, en fait, y compris au beau milieu de nulle part, vous voyez l'Iowa, représentait pour lui un germe de Broadacre City, tout comme le Taliesin Fellowship était un germe de Broadacre City. Ces maisons hussoniennes étaient pour lui l'espoir de voir se propager l'esprit de Broadacre City autour d'elle, et ça va marcher parfois. On a un état où il y a une maison hussonienne, et puis d'un seul coup, tout le monde voulait sa maison hussonienne. Il y a un article qui est très marrant pour cela. Et donc, cette maison hussonienne était pour lui le vecteur de propagation dans le temps, de génération en génération, je reviens sur cette question-là, des principes de l'architecture organique et de la vie organique et du capitalisme organique, tout comme ses enfants, on l'a vu cette photo tout à l'heure, tout comme ses enfants, en fait, sur le chantier de Taliesin Ouest, représentaient pour lui, en fait, l'espoir que l'esprit de Broadacre City gagnerait peu à peu. Voilà, je vais conclure là. Je ne sais pas si José nous laissera quelques minutes si vous avez des questions.